Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio à 18h32. Comment éviter les coupures de téléphone fixe? Ça arrive. Et oui, ça arrive. Plus qu'on ne le croit dans certaines communes en zone rurale. C'est très très fréquent. En cause, tout simplement, un manque d'entretien de la part des opérateurs et surtout des délais de réparation beaucoup trop longs, sans compter évidemment, à l'heure où on parle de la 5G, des communes en zone rurale qui n'ont parfois pas la 4G, très peu de 3G. Et la question qu'on vous pose, on parle des zones blanches évidemment, faut-il rendre obligatoire la couverture téléphonique de toutes les zones rurales? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio, un point sur les votes dans quelques instants. Et évidemment le 0826 300 300 pour réagir, témoigner, c'est le grand débat des vraies voix. Service après-vente, bonjour. Certains habitants ont des soucis avec le téléphone fixe. Allô? 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 Je ne vous entends pas. Un ras-le-bol et un sentiment d'abandon. Allô? Appuyez sur le bouton. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Dans le département, ils sont nombreux à déclarer avoir des problèmes avec l'opérateur. Allô? Allô? Ah, bonjour monsieur. Une prise, mais pas de téléphone fixe. Parce que quelquefois le téléphone est décroché, alors bien sûr des fois ça ne téléphone pas puisque le téléphone est décroché. Il ne marche plus depuis 1 an. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un téléphone qui marche pas? Et surtout, ne touchez plus au téléphone. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Le problème d'ailleurs que le téléphone il sonne pas. Eh ben non, c'est ça le problème. On va en débattre avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe David et Célia Delaverne qui nous a rejoint, députée La République En Marche de la Drôme. Bonsoir madame la députée. Bonsoir. Bonsoir à vous. Beaucoup de communes, je le disais, qui sont en panne de téléphone fixe, en partie à cause d'un manque d'entretien et de réparation qui tarde à venir. Alors, on pointe du doigt les opérateurs. Alors, expliquez-nous, madame la députée, ça concerne surtout un opérateur Orange qui donc est responsable du réseau national des lignes fixes. C'est ça, hein, Célia Delaverne, pour qu'on comprenne bien. Oui, c'est l'opérateur historique. Vous savez que France Télécom a été privatisé au début des années 2000 et a donc gardé la propriété du réseau et doit assurer pour le compte d'ailleurs de tous les opérateurs aujourd'hui le réseau, l'entretien, la maintenance du réseau cuivre qui est la ligne fixe que nous connaissons dans nos territoires. Simplement, depuis 20 ans, on dit qu'on va passer à la fibre et du coup, il y a un manque d'investissement, il y a eu des non-renouvellements de techniciens et donc une perte de qualité, de continuité de service. Et dans nos villages, aujourd'hui, la situation est devenue sur certains secteurs, une dizaine de départements, absolument insoutenable. Vous avez des personnes âgées, vieillissantes, qui utilisent aujourd'hui des systèmes de téléassistance qui sont parfois des semaines entières arrêtés, donc mettant en danger la vie des personnes. Des restaurants, commerces, lorsqu'ils sont ouverts, qui dépendent des systèmes de télépaiement. Et puis, vous savez comme moi que nos usages évoluent. Nous avons du télétravail, de l'enseignement à distance, de la télémédecine. Tout est bloqué aujourd'hui par ce service. Je voudrais dire que le but n'est pas de se raccrocher à tout prix au cuivre, mais en réalité, quand on écoute à la fois l'État et les opérateurs, on sait qu'on a encore une dépendance dans nos campagnes d'au moins 10 ans du cuivre, 5 à 10 ans sûrs, et donc il fallait absolument prendre ce sujet en main pour lui apporter des solutions pour ces périodes avant que la fibre n'arrive un peu partout d'ici 5 à 10 ans. Donc Orange se concentre, si j'ai bien compris, sur la fibre et les nouvelles technologies, délaisse le réseau cuivre qui concerne pourtant des millions de Français. Qu'est-ce que vous proposez dans votre rapport, madame la députée? Pardonnez-moi, d'abord félicitations pour ça, c'est du travail utile, bravo. Alors, je félicite pas souvent La République En Marche, mais là, félicitations. Et je voulais vous dire, ça concerne, donnez-moi un peu les départements avant de répondre peut-être à la question de Philippe. La Drôme, l'Ardèche, vous savez, moi je suis de la Drôme, dans la partie vers les Pays de la Loire, beaucoup de départements qui sont concernés, mais la réalité, c'est qu'on a du mal à savoir. Vous savez, les télécoms sont un secteur très obscur dans lequel la transmission d'informations est souvent difficile à avoir. Donc, ces remontées, je les ai du terrain, des maires, des associations d'élus, des associations d'usagers, mais je ne suis pas capable de le chiffrer précisément. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que en moins de 48 heures, 210 maires de ma circonscription sur les 240 ont signé une tribune alertant sur l'état dramatique du réseau dans leur commune. Qu'est-ce que vous proposez, madame la députée? Alors concrètement, on sait que les délais de réparation sont souvent beaucoup trop longs. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Une amende pour l'opérateur Orange?
pourquoi Orange a pu délaisser ainsi ce réseau et que, d'une certaine manière, l'État a laissé faire, parce que ce qu'on appelle le service universel, c'est-à-dire le minimum de service qu'on doit à chaque citoyen français qui est défini par la loi, a été cadré dans une convention entre l'État et Orange qui n'est pas universelle. Cette convention, elle dit par exemple que 85% des personnes doivent être réparées sous 48 heures, mais elle ne dit rien des 15% restants. Je fais partie de ces 15% restants. Je fais partie de ceux pour lesquels il n'y a aucune obligation pour l'opérateur. Donc la première chose que je propose, c'est aujourd'hui de dire que cette dépendance pendant chacun 10 ans, elle justifie qu'on désigne Orange et qu'on l'amène à remplir cette obligation de service pour tous les citoyens français, avec une obligation de réparation sous un mois assortie de sanctions progressives et dissuasives à terme si un délai minimum n'est pas respecté. Célia de la Vierne, pardon, d'où est sorti ce 87%? C'est comme le critère de Maastricht, 3% sur le bureau de Mitterrand, comme ça au doigt mouillé. Qui a dit 87 et pourquoi pas 90? Oui, c'est vrai. C'est en fait l'État a des conventions tous les 3 ans. La dernière convention vient de finir en 2020 et renouvelait systématiquement cette convention. Et en fait, la dégradation accumulée du réseau depuis 10 ans a fait que la situation devient intenable. Elle est dénoncée progressivement, mais de manière dispersée. Et là, nous avons décidé de nous unir, d'abord avec des maires, mais aussi avec un certain nombre de députés d'autres départements représentant la ruralité pour dire que trop, c'est trop. Bon, Philippe Bilger, juste après la réaction de Philippe David, et vous, 0826 300 300, notamment Esteban de Charleville-Mézières qui nous a appelé. Philippe Bilger. Madame la députée, au-delà des problèmes techniques et de ce que vous proposez dans votre rapport, est-ce que vous ne pensez pas que cette désertification des zones rurales accentue profondément le hiatus démocratique entre la France, je n'y crois pas, d'en bas et la France d'en haut? Alors d'abord, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un réinvestissement des populations dans les territoires ruraux. Moi, j'ai plus d'arrivées que de départs, plus de naissances que de décès. Et donc, on voit, et en particulier avec le Covid, que les gens reviennent habiter nos campagnes. Ce qui les bloque aujourd'hui, très honnêtement, il y a l'immobilier, encore quelques fois ça bloque, mais c'est vraiment les outils pour télétravailler, les outils pour, au fond, être en lien avec l'extérieur. Donc, on est à la fois dans un enjeu de sécurité, mais d'abord d'économie, de lien social qui est fondamental pour ces territoires. Philippe David. Non mais je dois dire que c'était, bravo Madame la députée, il était temps de se pencher sur la question, parce que pour avoir vécu en province, je peux vous garantir que c'est l'enfer, il y a des endroits où il n'y a rien. Ouais, non mais les zones blanches, on ne parle pas que les téléphones, les zones blanches sur les téléphones portables, moi ça m'est arrivé de me taper 30 km sans avoir de réseau. Sans avoir de réseau. Et vous avez un coup de fil urgent à passer, et maintenant avec les téléphones portables, on ne comprend pas que vous répondiez pas à la seconde, peu importe que vous soyez en réunion ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même terrible. Moi je crois que c'est quand même un problème d'aménagement du territoire. De démocratie, mais d'aménagement du territoire. Ça veut dire quand même que le Parisien ou le Marseillais ou le Toulousain qui habite en centre-ville a un avantage par rapport à l'autre citoyen. Mais est-ce que c'est pas là où quand même c'était pas si mal le temps où il y avait un opérateur public qui faisait en sorte que tout le monde ait le même accès? Parce qu'aujourd'hui, et je termine là-dessus, si vous voulez travailler en télétravail parce que vous allez vivre en province, très bien. Mais si vous êtes en zone blanche et que vous n'avez pas Internet et même pas le téléphone, comment est-ce que vous faites? Et demander à un entrepreneur de venir investir dans une zone comme ça, je peux vous garantir qu'il ne va pas mettre 500 000 ou 600 000 euros dans un bâtiment, des bureaux, etc. pour venir s'il n'a pas les services. Je pense qu'on sera d'accord. C'est de la Verne. Pourtant, avec la concurrence de tous les opérateurs, ça aurait dû changer la donne. Et pourtant, non. C'est de la Verne, oui. Je crois en fait qu'on a tendance à opposer les technologies. En réalité, nos campagnes ont besoin. On parle du filaire, là. Bien sûr. On parle. Non, pas uniquement. C'est-à-dire, on a besoin et du filaire, c'est-à-dire cuivre puis fibre, et du mobile. Et on a besoin que les deux fonctionnent ensemble. On a besoin et du cuivre et de la 5G. On a tendance à vouloir opposer les technologies alors qu'en fait elles sont complémentaires et elles apportent des services complémentaires. Oui, mais il a raison. Et pour répondre sur le fait qu'une entreprise vienne ou pas,
Moi, j'habite La Chapelle en Vercors. J'ai des entreprises de très loin, des entrepreneurs qui étaient d'ailleurs des licornes, start-up licornes qui sont venus s'installer à La Chapelle parce que la fibre était disponible rapidement et que ça leur a permis de venir changer de vie et créer une activité dans un territoire dans lequel ils avaient une qualité de vie et un certain nombre de services nécessaires et suffisants. Non, mais il a raison quand même, Philippe David, sur l'idée. Vous avez absolument raison de vous battre sur le filaire, mais plus largement, il faut absolument il faut se battre sur au minimum la 4G, parce qu'on parle de 5G, mais moi, il y a certains endroits chez moi, dans mes Pyrénées-Natales, même la 3G, vous l'avez pas. Vous êtes en Ethernet, quoi, pendant des bornes et des bornes, hein, vraiment. Oui, donc, mais c'est tout l'effort qui est fait par le New Deal mobile. Objectivement, j'ai regardé, on a plus de 10 milliards d'euros d'investissement contre 6 à 7 il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un effort considérable qui a été fait avec 3000 pylônes installés. La réalité, c'est que dans les territoires de moyenne montagne, et j'en sais quelque chose, c'est le cas de ma circonscription, et ben parfois on inonde, je dirais, d'une certaine manière de 4G une vallée, mais la vallée d'à côté, ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc ça prend du temps, certes, mais objectivement, on avance comme on n'a jamais avancé. Allez, on aimerait vous entendre sur le sujet au 0826 300 300. Esteban est avec nous, il nous appelle de Charleville-Mézières. Bonsoir Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Bonsoir à vous Esteban. Salut. Bonsoir à vous Esteban. Vous avez vécu de nombreuses années, vous, dans un village de 300 habitants, Esteban. C'est ça, à 20 km de Charleville-Mézières, qui est déjà pas une grosse ville, mais dans un petit village. J'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Donc je connais un peu ce problème. Donc moi je voulais dire par rapport à tout ça, donc Madame la députée l'a rappelé tout à l'heure, ça a été France Télécom, il y a eu une grande démarche de privatisation qui s'est terminée dans les années 2000 et on voit bien que depuis, c'est un constat, ça marche beaucoup moins parce que forcément c'est beaucoup moins rentable pour des actionnaires d'essayer de couvrir tous les territoires, même dans des villages où il y a 200, 300 habitants, que de mettre la fibre et pousser à la 5G dans les grosses villes et dans les grandes métropoles. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est que je pense qu'il faut voir la chose comme un débat plus global. C'est la question des services publics de proximité, on appelle ça comme ça. Parce que forcément, ça a été dit aussi, il y a des gens aujourd'hui, et je pense que c'est la majorité des gens, même si on veut aller à la campagne, ou dans des zones rurales, il y a aussi la question du réseau. Donc c'est chercher un endroit où le réseau est assez bon. Bon, c'est pas forcément pas la même chose qu'en ville. Du coup, ça produit la désertification de certaines zones du territoire. Et donc derrière, c'est le moyen de supprimer des bureaux de poste, supprimer des centrales de gendarmerie. Enfin bon, c'est la disparition de beaucoup de services publics. Et puis on voit des disparitions de villages comme ça, parce que moins il y a de gens dans ces villages-là, ça veut dire moins d'écoles, ça veut dire que avant une école par village ou pour 2 villages, maintenant c'est une école pour 4, 5, 6, voire 10 villages. Pareil pour la poste. Et donc je pense, on en revient à cette question service public ou privatisation. Le réseau, c'est comme l'énergie, c'est un bien national. Ça devrait fonctionner pour tous les citoyens français. Donc aujourd'hui, je pense que c'est cette grande question-là surtout, parce qu'on peut proposer des lois sur la question des zones blanches, etc. Mais au final, c'est plus l'État qui gère lui-même à 100% cette question d'Orange. C'est toute la question, mais l'État peut faire des lois pour les contraindre, ces opérateurs. C'est ce que vous faites, hein, vous, Célia Delaverne, avec votre rapport et la possible amende pour l'opérateur Orange s'il ne répare pas au bout de 48 heures. Quelle va être la suite, Madame la députée, après avoir remis ce rapport aujourd'hui ? C'est une très courte réaction à ce que dit Esteban. Il y a un système mis en place par l'État avec le gendarme des télécoms qui est l'ARCEP qui permet de permettre cette solidarité, ce service universel, ce qu'on appelle la composante sociale qui fait qu'aujourd'hui vous avez des abonnements à 6 € pour les bénéficiaires du RSA par exemple pour avoir ce service universel. Vous avez une composante géographique qui permet de, en principe, financer les territoires les plus éloignés. Mais l'absence de contraintes que l'État a mis sur l'opérateur ces dernières années a contraint cette composante. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation actuelle. Moi, je crois qu'en verrouillant davantage cette composante et en obligeant l'opérateur à investir, on peut en fait démontrer qu'au fond, public ou privé, si on a un bon verrouillage de l'État pour contraindre les opérateurs à respecter des règles autour de ce bien commun, comme vous l'avez dit, on peut avancer
progressivement et comme je suis plutôt pragmatique, je suis persuadée qu'on peut avancer sur ces sujets-là. Alors la suite, c'est j'ai remis mon rapport au ministre cet après-midi qui entame des négociations avec Orange et d'ici mi-mars, il s'est engagé à proposer une solution, étant entendu qu'il est plutôt favorable à désigner Orange d'office sur une longue période pour l'amener à respecter des nouveaux engagements dans la durée. Philippe Bilger, juste après Philippe David. Oui, Philippe. Ai-je droit à un peu d'ironie, Madame la députée? On sait que la France est la championne des commissions qui ne servent pratiquement à rien quand elles ont de bonnes conclusions, on les applique pas. Est-ce que les rapports multiples et sans doute non mais votre rapport est très intéressant puisque quelqu'un qui n'y connaît rien y a compris quelque chose. Mais est-ce que vous ne croyez pas, est-ce que vous êtes persuadé que les conclusions essentielles en seront prises en compte véritablement ? C'était sur une quinzaine de conclusions. Pour moi, il y en a 4 ou 5 majeures et qui peuvent vraiment changer la réalité de nos territoires. Et c'est sur celle-là que je me battrai. J'ai plutôt un bon accueil et de l'ARCEP et du ministre. Et ils connaissent mon entêtement et ma détermination à faire avancer ce sujet. J'ai derrière moi des maires, des associations d'usagers, des associations d'élus d'un peu partout en France qui se structurent. Et donc, je suis persuadée que nous pouvons avancer et vraiment à faire bouger les lignes sur cette question de la téléphonie fixe pour les 10 prochaines années. Allez, Philippe, juste après Françoise. Votre marche réussisse, Madame la députée. Pour donner dans l'ironie bilgérienne, Madame la députée a vu rouge quand Orange a franchi la ligne jaune, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, je vais faire du mauvais esprit politique, en fait. Et je vais juste vous dire que votre rapport, je pense, tombe tout à fait à pic. Nous sommes à 400 jours de la présidentielle. Je pense que Emmanuel Macron serait idiot, ce que je ne crois pas qu'il est, de ne pas se saisir de ce sujet qui concerne véritablement la vie quotidienne, véritablement les campagnes, la ruralité et un électorat qui a une certaine tendance à voter pour lui. Donc, à mon avis, je vous le dis, Madame la députée, votre entêtement plus l'intérêt politique du président, ça va faire que ça va déboucher par le ministre. Mais peu importe la raison, du moment que ça passe finalement. Mais non, mais c'est important de décrypter, il n'y a jamais rien. La réponse de Célia Delaverne. Elle sourit parce qu'elle sait très bien qu'il n'y a jamais rien de gratuit en politique, on est d'accord. Célia, Madame la députée. Non, je souris parce que, vous le savez comme moi, vous nous avez vu évoluer depuis 3 ans et demi. Nous voulons porter des sujets et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes capables de montrer qu'on peut être efficace pour faire évoluer la vie en ruralité. Des gens, surtout. Et donc, je suis fière d'avoir pris ma part. Bon. Bravo. Allez, Philippe. C'est amusant, j'ai reçu 2 messages pendant qu'on débattait. Un message d'amis de Dax qui disent ils arrêtent l'entretien des lignes cuivre pour pousser à la fibre. Et un auditeur fidèle qui nous dit dans le Gard, le village Mondagou, à côté du Vigan dans les Cévennes, a des problèmes avec Orange. Accrochez-vous depuis 10 ans. Eh oui, mais oui. On avait reçu un maire dans Les Vraies Voix il y a quelques semaines, pareil, qui avait fait une pétition. Mais je crois que c'est Clémenceau qui disait l'attente, c'est 50% du plaisir. C'est ça. Merci à vous, Célia Delaverne, députée La République En Marche de la Drôme. Et bien sûr, on vous recontactera et vous reviendrez dans Les Vraies Voix. On va suivre. On va pousser votre sujet, vous allez le voir rapport ça. et la décision du ministre. Merci à vous. Elle est excellente. Dans un instant, c'est Jean-Marie Bordry. Dans un instant, c'est le clin d'œil des Vraies Voix. Bien sûr, Philippe David est toujours très bon. François Grégoire, Philippe Bilger qui reste avec nous. Il est parfois très bon. Non, il est très bon. Mais n'importe quel flagorneur. Allez, à tout de suite. N'importe quoi.